Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Aujourd'hui, je vous partage mon idée du ou de la partenaire idéale pour une personne évitante. Ma contribution ici sera plutôt un partage de ce qui aura été essentiel vers le chemin de ma guérison. Et ce ne sera pas un portrait robot ou un portrait type ou une réponse toute faite, mais qui sera plutôt un témoignage très personnel à partir de mon expérience. Alors, dans les grandes lignes, pour résumer, ce qui serait vraiment idéal pour une personne évitante serait d'être avec quelqu'un qui en a fini avec ses propres blessures narcissiques. Donc, quelqu'un de plutôt sécure. Ce ne doit pas être spécialement quelqu'un qui était déjà sécure au départ de la relation, mais ça peut être quelqu'un qui a acquis une sécurité intérieure au fil de la relation aussi. Je vous rappelle les 4 types d'attachement que sont l'attachement sécure, qui représente plus ou moins 50% de la population, donc il y a moyen de rencontrer des gens sécures. Parmi l'autre moitié des personnes insécures, il y a l'attachement anxieux, plus ou moins 20% de la population, l'attachement évitant dont nous parlons ici 25% et l'attachement désorganisé 5%. Les combinaisons qui nous intéressent ici concernent plutôt les personnes qui ont un attachement insécure ou un trouble de l'attachement. Personnellement, je n'ai jamais été en couple avec quelqu'un de sécure, si ce n'est que actuellement avec mon compagnon, nous pouvons arriver à cet état de sécurité intérieure, ce qui n'a pas été possible avec mes compagnons précédents qui avaient tous un attachement insécure. Donc en somme, je n'ai jamais été en couple qu'avec des personnes insécures, mais ici c'est la première fois que nous parvenons avec mon compagnon à atteindre une sécurité intérieure. Et donc le parcours de flamme jumelle en 8 étapes, je vous avoue que je ne l'ai pas trouvé extraordinairement intéressant ni époustouflant, puisque toutes mes relations amoureuses se sont calquées à ce schéma-là. Donc il n'y avait rien de vraiment novateur pour moi. En revanche, avec mon compagnon actuel, nous arrivons à des états que je ne connaissais pas. Et donc, pour moi, le schéma type de la flamme jumelle qui est décrit couramment parle plutôt d'un relationnel entre deux personnes qui ont un trouble de l'attachement et qui finissent par trouver un modus vivendi, avec en point de mire à l'horizon qu'ils puissent témoigner de la force de cet amour et que ce témoignage puisse apporter quelque chose à la collectivité, aux autres. En ce qui concerne mon propre témoignage, voyons ensemble comment la relation à mon compagnon a amené ce socle de sécurité et quel a été son comportement. De ce que je retiens de notre expérience, c'est que j'avais besoin de me sentir en sécurité avec quelqu'un pour pouvoir entreprendre toute seule mon apprentissage. Donc c'est assez particulier. Donc être avec quelqu'un qui ne me rejetait pas, qui donc m'a prise telle que j'étais, avec mes limites, mes lenteurs, mes crises, mes angoisses, et qui par ailleurs ne me jugeait pas et ne me disait pas non plus que faire. En somme, quelqu'un de stable émotionnellement et quelqu'un d'indépendant. À travers les commentaires que j'ai lus par-ci, par-là, j'ai cru comprendre que les partenaires de personnes évitantes se sentaient bien souvent malmenés, et ça je le comprends parfaitement, mais aussi il y avait la notion de sacrifice. J'avais l'impression que beaucoup se sacrifient elles-mêmes
pour la personne évitante. Et à ce sujet-là, j'aimerais faire une mise au point, car le sacrifice, au contraire, peut aggraver le trouble de l'évitement. Personnellement, je crois qu'ici, le mot d'ordre, c'est l'individuation et l'autonomie. Donc, aller vers une interdépendance dans la relation. Et donc, il n'est pas vraiment question d'aller sauver qui que ce soit et encore moins se sacrifier. Je me rappelle très bien que dans mes relations précédentes, on me reprochait pas mal de choses, ce qui m'a permis d'entrevoir en effet qu'il y avait un problème chez moi. En général, l'évitant, avec son parcours de vie, intuitionne qu'il y a quelque chose en effet chez lui qui est problématique ou pas tout à fait comme ce qu'on attendrait de lui. Donc je ne suis même pas sûre que ce soit nécessaire d'aller le lui signaler, mais il n'a pas toujours une conscience claire de ce que c'est. Aussi, un évitant qui n'a pas déclenché son mécanisme de défense peut très bien avoir l'air parfaitement sécure, et ce sont souvent des gens très chouettes et très attachants. D'ailleurs, vous l'avez certainement expérimenté en début de relation. Alors, n'oublions pas que le profil évitant est plutôt distant, froid, voire indifférent. Donc, même en début de relation, c'est pas la personne qui vous aura fait des déclarations dithyrambiques. Donc, il n'y a pas vraiment ce qu'on appelle le love bombing, qui est plus courant dans les situations de manipulation. Ce que vous avez pu entrevoir en début de relation avec un évitant est bien souvent la vraie personne qu'il est véritablement. Donc, si ce n'est qu'avec le mécanisme de défense, cette personne-là a été planquée. Donc, quelle est la différence entre mes relations précédentes et celle-ci? C'est que, au fond, dans les précédentes, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller au bout de mon élaboration. Donc certes, on me disait que j'avais un problème, mais je n'ai jamais pu aller me questionner suffisamment loin que pour en prendre conscience. Et l'une des raisons, au-delà, je dirais, de ma propre immaturité, puisque ces relations se sont passées alors que j'étais plus jeune, l'une des raisons principales, c'est que on ne m'en donnait pas l'occasion. C'est-à-dire que comme j'étais avec des personnes anxieuse, eh bien, chaque fois que j'avais un élan de réflexion, cet élan était chaque fois interrompu par l'anxiété de l'autre personne. Ce qui pouvait aussi avoir des tournures très très ordinaires. Ce n'était pas forcément des crises d'anxiété, mais le fait que la personne ait besoin d'attention pouvait aussi empêcher tout le processus d'élaboration. Ce qui est confortable pour un évitant, c'est de se retirer dans sa grotte, dans sa tour, dans son univers intérieur pour se questionner et pour réfléchir. Mais cela peut mettre à mal la relation et l'autre qui serait anxieux par rapport à une certaine mise à distance et une absence. Dans ce podcast, je ne vais pas donner de conseils ni dire aux gens ce qu'ils doivent être ou faire, mais simplement partager comment cela s'est mis en place avec mon compagnon et aussi mettre en exergue le fait que lui, étant quelqu'un d'autonome et de stable émotionnellement, m'a permis de pouvoir me questionner jusqu'au bout de ma réflexion. Il était présent et à l'écoute pendant tout le processus sans vraiment intervenir, sans m'analyser, me dire ce que je devrais faire et encore moins faire d'identification projective, c'est-à-dire ne pas me balancer ce qu'il pensait de moi et qui serait plus mu par une anxiété à lui. Comme il restait stable comme un phare, donc immobile dans sa position ancrée, eh bien, ça m'a fait entrevoir encore plus mon dysfonctionnement
Et donc, j'ai été forcée quelque part d'amener d'autres réponses que mes sempiternels mécanismes de défense. Non seulement je voyais tous les mécanismes, mais aussi, j'avais toute la latitude de pouvoir y remédier. Comme en face, j'avais quelqu'un de suffisamment stable, patient, compréhensif et en amour. Bien souvent, j'agissais un peu en mode de survie, donc c'était très très impulsif. Souvent, j'ai mis fin à la relation, mais il y avait toujours un sentiment de honte et de culpabilité qui s'ensuivait parce que je voyais très bien que ce n'était pas la réponse la plus adéquate par rapport à la situation. Il y avait toujours un gros soulagement une fois que j'avais mis fin à la relation, mais une remise en question par la suite. J'ai mis du temps à le comprendre, mais j'ai fini par entrevoir que le soulagement était simplement lié à la fin de la tension de l'attachement. Et donc, comme mon compagnon ne surenchérissait pas, je me suis alors remise en question. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose chez moi qui n'était pas très harmonieux. Au fil du temps, j'ai pris de plus en plus conscience de cela, mais les mécanismes de défense étaient encore là. Donc, je me sentais vraiment impuissante, puisque, si vous voulez, ils se déclenchaient sans même ma volonté ni ma conscience. Et donc, dans une étape suivante, j'ai dû faire une sorte de gymnastique de la psychoéducation afin de remodéliser mes comportements. Pour cela, je me suis fait accompagner par un psychologue qui a été une première étape importante dans la contention de mon matériel traumatique, et ensuite le partenariat avec mon compagnon qui a été une seconde étape. Pour en arriver à ce résultat-là, je crois qu'à la base, il doit y avoir au minimum un élan vers la vie, un élan à dépasser sa propre condition et aller vers l'amour. Voilà, dans ce podcast, je n'avais pas forcément envie de vous faire un portrait robot, mais plus vous partager un environnement suffisamment sécurisant et adéquat pour que la personne qui a un trouble de l'attachement puisse trouver par ses propres moyens des ressources pour se sécuriser à son tour. Pour les personnes qui seraient tentées de se dire « mais pourquoi moi je dois faire tous les efforts et l'autre pas ?» je vous rappelle que deux personnes insécures ensemble donneront une relation insécure, mais une personne sécure avec une personne insécure permettra à la relation d'être sécure. Et donc, si dans le cas où vous serez deux insécures, il faudrait que l'un des deux initie le mouvement. Quand à travers mon expérience, j'ai découvert que non seulement en étant insécure, on pouvait devenir sécure, mais encore que la relation entre un sécure et un insécure donnait aussi une relation sécure, je me suis dit que la vie était vraiment parfaite. Si dans un premier temps, vous ne trouvez pas la sécurité auprès de la personne que vous aimez, pour pouvoir faire ce travail, n'oubliez pas qu'il y a des professionnels pour vous accompagner. Est-il utile que je vous rappelle que par rapport aux personnes évitantes, la notion de temps est primordiale. La personne évitante, elle sera souvent quelqu'un de lent à se dévoiler et à montrer ses sentiments. Cela ne veut pas dire qu'elle va être lente à se mettre en relation. Elle peut se mettre très rapidement en relation avec quelqu'un dont elle ne ressent aucun risque ou de danger. Ici, on parle en général de la peur d'être contrôlé, d'être manipulé, d'être rejeté, abandonné, désaimé, etc. Mais aussi, plus couramment et plus simplement, la peur d'être activé émotionnellement, tout simplement parce qu'on ne sait pas
ce que c'est. Il y a une immaturité à cet endroit-là. On ne sait pas ce qui nous arrive et on ne souhaite pas spécialement être confronté à ce genre de situation-là. Durant mon enfance, dans mon éducation, mes parents m'ont bien martelé qu'il fallait que je me méfie de tout le monde, mais encore l'ambiance affective à la maison était très froide. On ne pouvait pas exprimer d'émotions et encore moins de sentiments. Dans mon cas, je l'ai presque enregistré comme une question de vie ou de mort, puisque enfant, lorsque j'exprimais une émotion, eh bien, je me faisais taper dessus. Ceci vous permet alors de comprendre comment ce type de personnalité se construit, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose d'ainsi fonctionnel depuis le début d'une vie et cela m'a permis de survivre justement. Et donc lorsque ça vous semble à vous dysfonctionnel, eh bien c'est déjà la meilleure réponse qu'un enfant évitant à trouver pour survivre. C'est ni plus ni moins la même réaction que l'enfant anxieux qui, lui, va aller rechercher l'attention. Et lorsqu'adulte, il fait perdurer tout ce fonctionnement, eh bien, c'est qu'il n'a pas encore appris d'autres moyens pour fonctionner. Dans un couple anxieux évitant, en général, l'anxieux croit qu'il a plus de savoir sur le plan relationnel et amoureux puisqu'il s'y consacre, il en a besoin. Et donc l'évitant a l'air de l'handicapé du cœur dans ce type de relation. Or, je vous invite à voir que l'évitant est déjà à une autre étape que l'anxieux par rapport à l'autonomisation. L'enfant qui s'exprime au fond de l'anxieux serait celui qui est encore dans une sorte de fusion maternelle, croyant que l'objet maternel et lui ne font qu'un. Dans le relationnel, l'anxieux peut exprimer un amour parfois vorace. Là où l'enfant intérieur exprimé par l'évitant serait plutôt un stade ultérieur qui serait plutôt le stade du non. Le stade où l'enfant a différencié ses parents de lui-même et où il peut s'opposer à eux. Ni l'anxieux ni l'évitant ont raison ni tort de fonctionner ainsi, ce sont des mécanismes de défense et donc de survie. L'idée, ce n'est pas de blâmer l'autre ou de se blâmer soi, mais de voir les mécanismes en conscience pour les dépasser. Ensuite, s'agissant du partenaire idéal pour quelqu'un qui aurait un trouble de l'attachement, eh bien, je vous invite à aller vous informer sur ce qu'est une personne sécure, une personne qui a un attachement sécure. Ça, je dirais que c'est l'horizon vers lequel tendre. Mais si vous n'êtes pas sécure à la base, eh bien, du fait de vouloir tendre vers cette sécurité intérieure, eh bien, cela est déjà très porteur pour la relation. Je précise que mon compagnon n'a pas forcément un attachement sécure à la base, mais comme je suis plus insécure que lui, eh bien, du coup, il a l'air plus sécure que moi. Vous voyez que tout cela est très relatif et propre à une relation. Ensuite, on a pas mal navigué ensemble, ce qui fait que on a pu résoudre pas mal de problématiques aussi. Je précise aussi que mon compagnon est loin d'être quelqu'un d'effacé, mais il a cette façon de pouvoir reformuler les choses, les situations, les crises, les conflits, sans y mettre d'interprétation. Et de façon plus triviale, j'ai envie de croire que la personne idéale est celle avec laquelle on peut entreprendre un chemin d'amour, d'individuation et donc d'autonomie pour arriver ensemble à une interdépendance. Dans la joie et la bonne humeur si possible, dans le respect et la bienveillance. Je sais que certains parmi vous vont avoir les cheveux qui se redressent sur leur tête, estimant qu'avec une personne évitante, la relation est toxique, et bien sûr, je peux le comprendre. Mais chaque relation est à considérer comme un système unique. C'est une valse entre deux individus précis et particuliers.
Une personne peut engendrer une relation toxique avec une autre personne, mais cela ne sera pas forcément le cas avec toutes les personnes. Ensuite, ce qui peut représenter une forme de toxicité dans une relation peut très bien aussi être mis en conscience par les deux protagonistes et aussi être dépassé, pourvu qu'il y ait de l'ouverture suffisante de part et d'autre et aussi une certaine flexibilité. Là où c'est plus critique, c'est lorsqu'un système est rigidifié. Donc voilà, prudence avec les étiquettes qu'on met à la tête des gens, c'est vraiment dans la relation qu'il faut aller observer les mécanismes. Pourquoi est-ce que je m'attache plus à vous inviter à la résilience et donc aller vers la sécurité intérieure plutôt que vous dire platement qu'avec un évitant il faut lui foutre la paix? Eh bien c'est parce que j'ai remarqué qu'entre personnes anxieuses et personnes évitantes, il y avait souvent comme un dialogue de sourds. Chacun y va de sa propre interprétation. Si je dis à un anxieux que l'évitant, il a surtout besoin de liberté, eh bien cela risque d'augmenter l'anxiété chez le premier. Et si je dis à un évitant que son compagnon ou sa compagne anxieuse a juste besoin d'un minimum d'attention et d'écoute, eh bien il pourrait se sentir déjà étouffé. Chacun ayant un langage et un câblage différent, pour moi le plus petit dénominateur commun serait que chacun arrive à se sécuriser intérieurement. Une fois en sécurité, eh bien, on n'a même plus besoin d'expliquer à un anxieux pourquoi il est important de laisser la personne qu'on aime libre. Tout comme il n'est même plus nécessaire d'expliquer à un évitant en quoi une relation qualitative passe par le lien d'attachement. Prochainement, nous verrons ensemble comment tous ces mécanismes peuvent être dépassés, transcendés. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, merci de le liker ou de le partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et si cela concerne une situation plus personnelle et précise, n'hésitez pas à me contacter sur filhorizon@gmail.com. Merci pour votre écoute. Au revoir et à très bientôt.